Et le bas, il est en train de s'organiser, on est en train de discuter des choses qui nous intéressent tous. Et, voilà. Donc, je trouvais que votre travail qui part d'un fait complètement éthologique, alors que moi, je parle de considérations complètement technologiques, donc c'est très différent. De la valeur du travail, des inégalités. Du revenu maximal admissible. Et celle-là, on a beaucoup plus de mal à la faire avancer. Donc, voilà, dans le principe, je crois que je suis d'accord avec le revenu de base. J'ai l'impression que ça s'harmonise assez bien avec l'idée de partage du travail. Et je trouve que la priorité devrait vraiment être à réactiver en permanence la nécessité du revenu maximal admissible, qui revient de temps en temps et puis qui est chassé rapidement par le système médiatique, comme si c'était une absurdité ou un mot impoli, alors que c'est... moi, je dirais que c'est vraiment la priorité. Alors, si je dis le revenu de base, par exemple, il y a des amis du Parti de la décroissance qui vont sortir un livre petit matin ou je ne sais pas où sur le revenu inconditionnel ou la dotation universelle inconditionnelle. Donc voilà, je crois qu'il faut réfléchir à ça. Moi, comme je n'ai pas étudié, je n'ai pas vraiment d'avis. Ça me paraît bien, mais vraiment, moi, je trouve la priorité, c'est revenu maximal admissible. Par exemple, j'avais participé il y a eu un grand symposium sur la décroissance à Barcelone il y a quelques années. C'était un moment absolument fabuleux. Il y avait des groupes de travail. Il y en avait un sur le revenu de base et puis un autre sur le revenu maximal. Et on avait convenu qu'il fallait unir les deux parce qu'on ne peut pas avancer sur l'un si on n'avance pas sur l'autre. Donc ils sont liés, sachant que je pense que c'est quand même surtout sur le revenu maximal qu'en ce moment il faut avancer. Oui, je voulais rebondir sur une intervention que vous avez faite concernant l'emploi paysan, ça ne vous surprendra pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la question qui, pour nous, et nous sommes paysans, donc on se la pose, mais que vous, citoyens, vous devez vraiment vous approprier. On a aujourd'hui des choses assez aberrantes, c'est que on a, pour vous nourrir, vous les citoyens français, 57 jours de réserve. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe sur la planète, vous avez à manger pour 57 jours. Ça veut dire que dans le 55e jour, vous aurez intérêt à courir partout, il restera des réserves, parce qu'autrement, vous allez crever de faim. Et aujourd'hui, sur la nourriture de la planète, la question du paysan, la question du producteur, qui est liée évidemment à la spécialisation du travail et qui pose des questions de société, fait qu'aujourd'hui, notre France, qui pourtant est de gauche, enfin c'est ce qu'ils ont annoncé, est capable de créer de l'emploi, notamment 1000 emplois dans la filière agrocarburant, qui sont financés tous les ans 200 000 € par emploi. Nous avons demandé à Stéphane Le Foll et au président de la République de supprimer les crédits d'impôt de la filière agrocarburant. Non, parce qu'il faut sauver 1000 emplois. Aujourd'hui, si vous mettez 220 millions d'euros, c'est ce que vous, Français, payez tous les ans sur la filière agrocarburant. Si vous le mettez sur le développement de l'agriculture biologique, nous créerons 50 000 emplois par an. Aujourd'hui, nous avons besoin de 50 000 personnes sur les fermes en France, les fermes en bio, et nous avons besoin de gens qui travaillent la terre. Le pouvoir de demain sera le pouvoir de produire sa nourriture et de la partager et d'organiser. Et c'est pour ça que, juste sans insister, l'expérience de Notre-Dame-des-Landes sera aussi une expérimentation agricole et une expérimentation sociale. Comment on sortira de l'histoire de la propriété agricole et de la propriété privée qui nous a amenés tous à être des petits propriétaires ou à le vivre comme tel, ou le vivre comme un espoir de l'être, alors que l'alimentation, la terre, l'eau sont des biens communs qu'il nous faut partager. Mais sachez que nous, paysans bio, on est dans cette optique, et ce que vous dites sur
l'emploi et l'agriculture est une réalité qu'il faudra s'approprier et faire en sorte que ce gouvernement qui n'a toujours pas compris, qui refuse de l'entendre, vous avez encore 1 an pour le faire changer, pour que dans la future politique agricole commune, des choses soient faites, des choses bougent, sinon on repart encore pour 6 ans de concentration d'argent sur quelques 50 000 paysans français qui vont capter près de 8 milliards d'euros. J'ai 2 choses à dire. C'est complètement. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Je vais commencer par la crise climatique, ce seuil de non-retour, etc. Évidemment, l'idéal serait qu'il y ait la prise de conscience à tous les niveaux et dans tous les pays, et au niveau personnel, social, État, Europe, continent et monde. Mais l'homme, psychologiquement, hélas, ne fonctionne pas comme ça. La preuve, même aux États-Unis, et surtout aux États-Unis, et maintenant en Chine, c'est pareil. Ils ont surtout aux États-Unis, ils ont les centres de recherche les plus top, etc. Ils sont au courant de tous les risques, mais ils ne regardent pas les résultats, ils les mettent de côté dans un placard, dans un tiroir. Il y a le refus. La volonté n'est pas là. La volonté de faire, de démarrer par les solutions ou d'écouter ce que disent les chercheurs et d'appliquer ne serait-ce qu'un centième des décisions dans ce sens-là, ils ne font pas. Alors, pour vous, comment inverser ça? J'ai eu la chance où, par hasard, j'ai vu un reportage sur Coca-Cola, je ne sais pas qui parmi vous l'a vu. Je m'ennuyais à mourir pendant ce reportage et je voulais absolument voir vers où elle voulait nous mener cette dame. C'était quoi le but de son reportage? Et finalement, j'ai compris que ça touchait également à ça. Par exemple, le problème de l'obésité en un mot, aux États-Unis, ils l'ont bien cerné. Le sucre, le coca, le sucre fait la drogue c'est pire que la pire des drogues, etc., etc. Les parents, ça tend à l'État, etc. Et le lobby des coca est tellement fort que le lobby des coca, du Coca-Cola, est encore plus fort, puisque même au Mexique, dans des coins pauvres, il y a des gens qui s'achètent du Coca-Cola parce qu'ils ne peuvent plus s'acheter de l'eau, et le Coca-Cola, il est vendu moins cher que l'eau. Je ferme la parenthèse. Donc, ils sont au courant, ils sont conscients. Le lobby a la force, le faible n'a pas le moyen de démontrer, alors qu'aux États-Unis, ils ont les chercheurs et les résultats, mais ils ne les appliquent pas. Donc, je veux savoir pour vous comment inverser ça. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la France. J'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez dite, relocation des télés et multiplier les one-man shows. J'ai trouvé l'expression très sympathique et c'est vraiment ça. Et je suis désolée, moi j'habite Paris depuis 26 ans, et que la télé devient porte-parole d'un truc qui est orienté, dirigé, programmé. C'est du bourrage de cerveau, c'est tout sauf de la démocratie, sous un titre de démocratie. Il faut juste voir comment ils font les entretiens même avec des dirigeants de très haut niveau et comment ils se comportent. C'est le journaliste, excusez-moi, j'ai compris que vous étiez non journaliste à la base, c'est le journaliste qui veut tout commander parce qu'il sait lui exactement où est-ce qu'il veut arriver. Et bref. Donc ils ont carte blanche sur tout et c'est même pas, on ne pourrait même pas appeler ça de la démocratie. Je ferme la parenthèse. Donc je veux savoir par rapport au problème que vous exposez, comment inverser, et votre livre, solution, etc., comment inverser cette tendance pour qu'au moins la télé devienne quelque chose qui exprime un peu et que ça joue son rôle d'ouverture d'esprit quelque part. J'ai trop parlé, je ne voulais pas tant, mais je ne sais pas faire des films. Moi, j'ose pas vous dire de lire L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, qui vient de paraître en poche, et qui répond à la question. Enfin, il y a deux questions, mais elles se rejoignent. Mais parce que ce que vous disiez pour la situation des États-Unis, en fait, ils savent, mais qui ils? Pas le peuple précisément qui regarde la télé et qui la télé aux États-Unis
c'est effrayant. C'est le Politburo, c'est l'URSS, quoi. C'est la propagande. Donc le peuple ne s'est pas allé en haut, ils ne veulent pas abandonner leur, voilà, les gens de... Comment ça va être inversé, que ce soit la pour les États-Unis, je ne sais pas. Là, je suis assez optimiste pour l'Europe. Les États-Unis, je ne vois pas. D'ailleurs, ils se tirent dessus régulièrement. Et quand il y a un gars qui tue 24 enfants, ils n'arrivent pas à interdire les mitraillettes à domicile. Voilà, il y a un truc qui est fou aux États-Unis. Donc d'ailleurs, un des aspects pour lesquels j'ai dit fin de l'Occident, c'est pas que l'Occident, comme je vous l'ai expliqué, mais simplement l'Occident est traditionnellement entendu comme l'Europe et les États-Unis, comme on devait toujours être avec les États-Unis. Donc moi j'affirme clairement, c'est écrit, que l'avenir c'est de se séparer des États-Unis. Sauf si ils redeviennent un pays libre, mais pour l'instant je ne sais pas. Donc pour la télé, la journaliste dont vous parliez, c'est une journaliste qui est nommée par le rédacteur en chef de la télévision, qui est nommé par le directeur de la télévision, qui est nommé par le propriétaire de la télévision. Donc le journaliste, c'est ça en ce moment. Donc beaucoup de journalistes que je vois font le travail qu'attendent des propriétaires de la télévision. Donc à court terme, je crois qu'il y a deux choses à faire, c'est ne pas regarder la télévision. C'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Va continuer alors. Pour voir qu'est-ce qu'ils disent, jusqu'où va. Là, c'est du masochisme. Hein. Non, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à piger un peu le fonctionnement et comment justement inverser. Et l'autre chose, c'est de dire qu'il y a une régulation publique nécessaire, y compris, il faut le dire, pour les médias et pour les télévisions. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas, il faut voir comment on fait, mais des seuils anti-concentration, voir ce qui se passe en Argentine autour des grands journaux, puisqu'en fait il y a un énorme trust qui a 56%. Enfin je ne sais pas, voilà. Et se dire simplement, la télévision, les médias sont une question politique qui fait partie, de la même manière qu'il faut reprendre le contrôle des banques et des marchés financiers, de la même manière il faut réintroduire dans l'univers... inverser ces tendances, des marques de la France. En France, comment faire? Pour inverser ces tendances, justement, pour que ce soit plus cette hiérarchie-là, ce fonctionnement-là. Arrêter de regarder la télévision et faire ce dont on parlait tout à l'heure en disant la numérisation, Internet, et même apparemment le système télévisuel va aussi sauter, parce que de plus en plus il y a des petites chaînes, il y a maintenant par YouTube, par Vimeo, on peut aussi contourner le système. De la même manière que dans les grands médias écrits, on passe par d'autres biais, on crée des sites internet, je crois que sur la télévision et l'image, moi je suis frappé de voir le nombre de documentaristes qui font aussi par exemple ce qui se passe, on parle de relocalisation de la culture, parce que maintenant de plus en plus il y a des documentaires et puis ça va passer dans des villages ou dans des quartiers, on va avoir un documentaire d'une heure sur je sais pas quoi, les OGM, les moutons enragés, poussage électronique, Coca-Cola, et puis après il y a une discussion et voilà, c'est peut-être ce type de pratique. Quant au pouvoir lui-même, comment faire en sorte qu'il soit au pouvoir, je n'ai pas la solution en 34 secondes, mais j'aimerais bien qu'on la trouve. Merci beaucoup Hervé Kell pour votre intervention. Merci encore une fois nos partenaires, notamment Macadam, vous trouvez des vendeurs de Macadam juste dehors. Remercier le comptoir général qui nous accueille ce soir. Pour ceux qui souhaitent poursuivre un peu l'échange entre eux, le bar est ouvert à côté, donc n'hésitez pas à y aller. Évidemment, le livre d'Hervé Kell se trouve ici en vente, n'hésitez pas à l'acheter. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour découvrir 4 jeunes entrepreneurs sociaux. La semaine d'après pour aborder les nouveaux instruments de lutte contre la pauvreté. Et la semaine d'après pour accueillir Nicole Nota qui nous parlera de la notation extra-financière. Bonne soirée à tous.